à tous. On est samedi, c'est le sixième CQFR de la semaine, donc on est réunis, Théo, Shai et moi. On est à trois, comme tous les samedis, pour répondre à vos questions. Et je vais tout de suite, Shai, te laisser la parole, vu que tu es le maître de cérémonie de ce sixième CQFR de la semaine. Et ben moi, je vais faire une extra passe pour commencer une extra passe à Théo, parce que Théo a un message à nous transmettre qui nous provient de notre ami Wax, qui a une question, un message et une question pour nous, pour aujourd'hui. On va commencer avec ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Alors, Wax, à qui on passe le bonjour, qui est souvent à l'écoute des CQFR, même voire toujours, j'ai l'impression, et qui m'a laissé un petit message parce qu'il était pas très content en fait la semaine dernière avec Antoine. On en est venu à comparer, je sais plus pourquoi, les Pistons de 2004 aux Knicks actuels. Une comparaison qui a pas trop plu à Wax parce qu'en fait je me suis permis de dire que j'avais l'impression que les Knicks de la saison à venir étaient peut-être plus talentueux que les Pistons de 2004. Donc voilà, Wax toujours bon esprit, qui m'a quand même comment dire, il m'a quand même filé un carton rouge par message à cause de cette comparaison. Il m'a dit qu'il avait failli avoir un accident de voiture, qu'il avait même failli reprendre la cigarette à cause, en entendant une telle énormité. Bref. Par contre, il avait une autre question à nous poser et je pense que c'est plus sympa si c'est lui qui la pose directement. Donc, je vais vous faire écouter le message qu'il m'a laissé. C'est vrai que Didier Roustan est mort, mais du coup, ça a vachement ramené la question du romantisme dans le sport en général. Moi, je dis pas qu'il manque de romantisme, qu'il y en ait pas, peu importe, mais en tout cas, il y a une identité dans les Pistons 2004 qui, moi, m'a rendu fou à cette époque-là. C'est-à-dire que j'étais déjà fan des Pistons via mon passé, on en a parlé dans le Culture qu'on avait fait ensemble, mais vraiment, cette équipe m'a marqué à vie par son identité. Je trouvais que, en dehors du intrinsèquement joueur par joueur, c'était une équipe, une vraie équipe. J'ai même pas parlé du coach, on n'a même pas parlé du coach, mais bon, le coach était légendaire aussi, Larry Brown. Mais c'était une vraie équipe. Et je trouve que ça me manque, moi, les équipes à forte personnalité aujourd'hui. Alors pour moi, il y a eu Golden State, les Warriors sur leur dynastie, qui avaient une personnalité incroyable, avec vraiment une identité propre à eux et inimitable. Derrière, qui a voulu être beaucoup imité, mais jamais personne n'est arrivé au quart de leur cheville aussi. Et derrière, pour moi, il y a eu le Heat de Miami, avec une vraie identité, mais ça vient d'en haut aussi. C'est-à-dire que de Pat Riley à Spoelstra, à tout le monde, il y a une vraie identité. Et je dis pas ça pour te faire plaisir, Théo, parce que tu m'as tiré une balle avec ce petit débat. Donc je voulais venir vers vous pour vous dire, mais voilà, encore une fois, le Miami, le Heat, comme je disais, n'a pas eu le titre. Quelle est pour vous l'équipe, les équipes qui ont eu les plus grandes identités et avec résultats derrière en NBA? Ça peut être même aussi des équipes, si vous voulez, qui n'ont pas eu le titre. Mais pour vous, c'est quoi les équipes à forte identité qui ont eu des titres? Je prends un contre-exemple. Les Lakers 2020, il n'y a pas d'identité. Pour moi, il n'y a pas d'identité, on ne retiendra jamais une identité. L'identité, c'était LeBron James, et puis c'est tout, avec évidemment Anthony Davis qui était très très fort et qui aurait mérité peut-être même le MVP de la finale, mais bon, c'est encore autre chose. Voilà, c'est beaucoup trop long. Vous avez eu la question. Je vous souhaite le meilleur, bravo pour tout ce que vous faites. Vous êtes un média extraordinaire, et voilà. Je le répète encore, merci à vous, bisous. Merci beaucoup à Wax aussi. Merci. Ouais, merci Wax. Donc voilà la question. Quelles sont les équipes qui ont gagné en ayant une forte identité, mais d'équipe en fait, pas simplement forte identité parce qu'il y a un joueur à gros caractère. Je sais pas ce que vous avez en tête, vous. Moi, j'ai Spurs 2014 tout de suite. Premier truc qui m'est venu en tête aussi. C'est évident. Ouais. Mais c'est que Beautiful sur game. une année, mine de rien. Enfin, sur deux. Ouais, 2-3. Après, si tu veux, Mais c'est très gros aussi. globalement le noyau dur, là, leur trio. Il a une identité forte sur aussi. plusieurs années, donc moi j'inclus toute la dynastie Spurs dedans avec le même noyau presque, tu vois. Eux, il y avait une identité de jeu, le côté extra passe très collectif et pas tourné vers l'individu. Ça, pour moi, c'est une identité. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'en ai une autre aussi. Il y avait les Celtics avec leur Big Three. Je dirais qu'il y a une identité quand même. Les 3 années, enfin, ils ont fait un peu plus que 3 années, mais Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, Rajon Rondo, je pense qu'il y avait une identité d'équipe. Même et Doc Rivers en faisait partie, quoi. Leur identité Ubuntu, hein, on est obligé. Il faut quand même aussi reconnaître à C'est Doc vrai. ce qui revient à Doc, ou presque à Doc.
C'est dans MOOC Boston. Vous pouvez aller jeter un œil si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Mais il y avait un vrai esprit autour de cette équipe. Ça, c'est les 2 premiers exemples qui, moi, me sont venus en tête. Oui, c'est clair, parce que tu sais, je me suis posé la question, je me suis posé la question des Bulls, en fait, des années 90, et finalement, l'identité de cette équipe, c'est avant tout Jordan. Même, j'ai l'impression que sur le deuxième tripit, même si tu as ce trio incroyable avec Pippen et Rodman, sans parler du reste de l'équipe, hein, qui est extraordinaire, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus Jordan, l'identité de l'équipe, qu'un style de jeu particulier, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pensais à des équipes qui n'ont pas gagné, parce que c'est vrai qu'on réfléchit tout de suite à des équipes qui ont dominé, qui ont gagné. Parmi les équipes qu'on a vraiment vues, qui sont allées soit juste en finale NBA, soit en finale de conférence, je pense, moi, celles qui m'ont marqué, je trouve que les Nets, il y avait une identité, les Nets avec Jason Kidd, un jeu où ça court, où ça envoie du alley-oop, je trouve qu'il y avait une certaine identité. Et je pensais aux Pacers aussi avec Reggie Miller, ça s'est étendu sur plusieurs années, mais c'était quelque chose de très identifiable, vous voyez. C'est pas je veux dire, c'est pas les équipes qui restent dans les esprits, mais c'est les équipes c'est pas celles qui ont marqué par leur palmarès, mais par leur style de jeu ou leur identité. On peut inclure même les Kings, par exemple, ça a été très court, mais les Kings avec Chris Webber et compagnie. Donc, moi, c'est quelque chose que je recherche aussi. Je suis d'accord avec Wax, j'aime bien les équipes qui ont de la personnalité comme ça et qui, même si elles ne gagnent pas, au moins on sent quelque chose de travaillé, de recherché au niveau de l'identité. Ouais, sinon, du coup, il y a les Suns. Il y a les Ouais, Suns les Suns de de 7 Steve Nash. Seconds or Less, de Mike D'Antoni, Steve Nash, etc. Parce qu'effectivement, c'était, pour le coup, Nash, c'était le système, pour faire un clin d'œil à James Harden. Mais c'était, voilà, comme c'était une star hyper altruiste, finalement, t'avais pas non plus l'impression que sa personnalité prenait le pas sur l'ensemble de l'équipe, j'ai l'impression. Je suis d'accord. Et les Celtics, du coup, vous diriez qu'il y a une identité forte aux Celtics qui sont champions? Ça peut s'ils restent ensemble, encore, en groupe. J'y ai pensé, je me suis dit... Mais en fait, de nos jours, je pense que c'est plus dur de construire une identité de groupe parce que en fait, les équipes durent moins longtemps ensemble. Tu vois, les Nuggets, par exemple, pourraient aussi, avec autour de Jokic Murray, avec Gordon, si ça reste un peu, tu peux te dire, si ils arrivent à rester longtemps parmi les prétendants, tu pourrais te dire, ok, c'est une équipe dont l'identité est très marquée. Là, les Celtics, Tatum et Brown, ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Mais si le groupe avec Holiday, White, Porzingis reste quelques années, peut-être qu'il y aura un peu une identité qui se démarque. Il y a une identité de jeu avec Mazzulla. Mazzulla, je pense, apporte une forme d'identité de toute manière et l'équipe tourne autour de lui. Donc, Collectivement, à partir du moment où c'est une équipe qui a basé son succès quand même sur la force collective, il y a 2 stars, mais on a bien du mal parfois à dire qui a été la star de l'équipe pendant les playoffs ou autre. Et à partir du moment où elle est quand même organisée autour d'un gros collectif, d'une équipe profonde, je pense qu'on peut dire qu'il y a une identité. Ouais. Et puis tu le disais, Antoine, avec les deux qui sont ensemble depuis un certain nombre d'années, ça joue quand même. Et puis le fait que Brad Stevens soit à la tête de l'équipe, il en a été le coach, il y a quand même quelque chose. Après, c'est peut-être moins marqué que pour d'autres, mais ça peut encore le devenir. Ça peut être, alors dynastie, je sais pas, on va peut-être pas aller jusque-là, mais quelque chose dont on se souvient par cette identité-là, ouais. Ouais, du coup, il y a 2 autres équipes quand même qui me sont venues en tête, mais qui n'ont pas gagné pour le coup. Il y a les Knicks actuels, en fait, avec quand même leur dureté. J'ai l'impression que c'est au-delà de Jalen Brunson, il y a un peu le côté on va jouer dur quoi qu'il arrive. Et il y a les Grizzlies, mais alors pas tant ceux de Ja Morant, mais ceux de l'époque Zibo, Marc Gasol, voilà, le grind. Voilà, exactement. Eux aussi, finalement, avaient... Finalement, c'était créé avec des stars ou des joueurs très forts qui cohabitaient super bien ensemble, avaient trouvé une identité forte de jeu derrière laquelle se retrouver. C'était plutôt bien. Voilà, yes. Si vous n'avez pas d'autres propositions d'équipe, on va passer aux autres questions. Je vous propose d'y aller. On va commencer avec... Alors, la transition est toute trouvée puisqu'on parlait des Celtics. Une question de David H, parce qu'il y a un autre David qui pose une question un peu plus tard, vous verrez. Ma question est la suivante. La plupart des top 30 des joueurs NBA actuels, dont le vôtre, confère un CQFR récent, classe Jason Tatum entre la 5e et la 7e place des joueurs actuels et Jaylen Brown entre la 18 et 20e place. Comment expliquez-vous cette différence? Est-elle en 2024 justifiée? Et il nous donne son point de vue. Il nous dit Tatum est un joueur un peu plus référencé, 5 fois All-Star contre 3 pour Brown, et dont les stats sont légèrement supérieurs. Les deux sont d'aussi bons scoreurs. Tatum est en revanche un meilleur créateur. Mais je trouve que Brown est en continuelle progression depuis 3 ans, alors que Tatum semble sur une courbe de stagnation. Brown est probablement un meilleur défenseur et plus régulier dans sa performance en play-off, sans parler de son MVP des finales, assez incontestable. Il semble aussi être un meilleur leader et avoir une personnalité et un charisme plus puissant que celui de Tatum.
Au vu de cette balance très équilibrée qui en fait des joueurs très proches, je trouve simplement la différence de classement peu justifiée sur le plan rationnel et aimerais savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord. Je pense que Brown est classé trop bas. Enfin, dans le classement auquel il faisait référence, il n'y a pas autant d'écart entre les deux, je pense. Je suis pas. Par contre, je pense que Tatum, c'est aussi un joueur qui a progressé malgré tout ces dernières années, notamment dans le playmaking, dans la lecture, etc. C'est juste, voilà. C'est. Je pense que c'est fou, hein, parce que je continue de penser que Tatum est peut-être le plus talentueux, pardon, ou le plus doué des deux, mais mais c'est toujours la question, est-ce qu'il est vraiment plus fort? C'est très compliqué. Oui, je serais tenté de dire oui, mais par contre, je pense qu'il n'y a pas autant d'écart entre les deux, quoi. Ouais, bah, déjà entre 18 et 20 pour Brown, en fait, je sais pas, ça dépend combien de top. Je sais pas moi-même si je l'aurais mis entre 18 et 20, je l'aurais peut-être mis un poil mieux classé. Je sais pas, là, j'ai pas du tout mon classement en tête. Mais je pense quand même que Tatum est un peu plus talentueux. Moi, je dirais ça aussi. Je dirais qu'il est plus complet. Je suis pas d'accord sur le fait qu'il stagne depuis 3 ans. Au contraire, moi je trouve qu'il a beaucoup progressé depuis la finale perdue contre les Warriors. Et il y a un truc aussi sur les playoffs, c'est qu'on oublie, mais c'est Tatum qui est quand même le plus ciblé par toutes les équipes adverses. C'est pas du tout la même chose en fait de gérer quand tu es le joueur qui est contre lequel l'équipe en face schématise le plus. Ça fait quand même une différence et Tatum il est constamment opposé à ça. Je pense quand même que c'est un meilleur. Moi, je trouve que c'est un meilleur joueur que Jalen Brown. Je dirais pas qu'il y a un tel écart entre les deux. Mais je sais pas non plus si j'aurais mis entre la 5 et la 7e, hein. Tu vois, Tatum, il peut être plutôt entre la 7e et la 10e. Ou, tu vois, enfin, ça. Je sais pas. Je pense pas qu'il y ait effectivement autant d'écart entre les deux, mais je trouve quand même que Tatum est meilleur que Brown. Voilà. Il y a un truc aussi, c'est que on a vu Tatum en tant qu'option numéro 1 à peu près définie. On n'a jamais vu Brown avoir son équipe à proprement parler. Il a toujours eu ce rôle de numéro 1 bis ou de numéro 2. Donc peut-être que s'il avait son équipe, s'il était vraiment identifié numéro 1, on pourrait se faire une meilleure idée. Mais l'écart de toute façon est pas grand. Et c'est plutôt que Tatum qui aurait régressé, je pense que c'est plutôt Brown qui n'arrête pas de progresser et d'être quand même en même temps très constant dans son jeu, en attaque, en défense. Et dans tous les cas, c'est une énorme force et c'est pas grave. Ils sont en train de contrecarrer un peu le théorème ou la théorie qui dit qu'il faut avoir un top 5 player. Effectivement, Tatum est peut-être pas dedans, mais il s'en approche et Brown est plus très loin que ça, plus si loin que ça du top 10, je pense. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu dis, on a vu Tatum en option numéro 1, mais en fait, il y avait quand même toujours Brown à côté de lui. Donc en fait, il a jamais été tout seul non plus, Tatum. Il a toujours été plutôt bien encadré, en fait, dans ses équipes de Boston, et notamment par Jalen Brown. En fait, ce qui est dur dans la comparaison, c'est que limite, j'ai l'impression qu'il faut les prendre comme un duo, quoi. Parce qu'en fait, c'est très dur de voir dans quelle mesure... En fait, je pense vraiment qu'ils se rendent l'un et l'autre meilleurs au bout du compte, même s'ils n'ont pas beaucoup de synergie dans le jeu tous les deux, quoi. Mais tant qu'on les aura pas vus séparés, on saura pas. Et en même temps, est-ce qu'il y a besoin vraiment de les voir séparés? C'est toujours le truc, c'est un peu comme Shaq et Kobe qui voulaient se prouver l'un l'autre, qui pouvaient gagner l'un et l'autre, enfin l'un et l'autre sans l'un et l'autre, et au bout du compte, 25 ans plus tard, qui se tombent dans les bras en disant on aurait dû rester ensemble. Donc bon, je sais pas dans quelle mesure toujours est-ce que c'est pas nous qui projetons des choses sur eux deux, peut-être qu'ils s'en foutent, qu'ils sont contents de jouer ensemble, et puis ça leur réussit plutôt pas mal. Allez, question de Clément, alias Papa Clem sur Basket Session. Je me lance dans le jeu des questions avec une thématique autour d'équipes old school. Oui, je suis plus proche de Théo que d'Antoine. J'ai grandi dans la NBA des années 90-2000 et je crois que j'ai longtemps été maudit quant à mes supporting cast. Heureusement, Denver et Jokic sont venus briser la malédiction dernièrement. J'aurais aimé avoir votre avis sur les équipes n'ayant jamais gagné de titre, mais qui sont celles qui m'ont fait le plus vibrer. Je vous en propose et j'attends votre retour sur celles qui sont selon vous les meilleures teams n'ayant jamais gagné. Alors, il nous en donne 1, 2, 3, 4, 5. Et je vous propose de choisir celle qui, selon vous, est la meilleure à n'avoir jamais gagné. Tout d'abord, le Magic de Penny et Shaq, dédicace à Shai, que j'ai longtemps cru capable de briser l'hégémonie des Bulls. Viennent ensuite les Sonics de mon gars sûr de Glove. Je crois que je n'ai jamais été autant désabusé qu'en finale 96. Un peu plus tard, les Knicks de 99 avec le duo magique Sprewell-Houston que j'adorais et que j'aurais aimé voir détruire les Spurs. Bon, mon avis a clairement évolué sur les Spurs depuis. Les Kings de C-Web, Divac, Peja et Bibi. Pensez à tous ceux qui clashent Sacramento en estimant que cette franchise n'a pas d'histoire. Et enfin,
Encore une équipe dominée par l'équipe que je déteste le plus, aka les Lakers, les Trailblazers du Sheed, de Mighty Mouse, Pippen, Bonzi, Zibo et autres têtes brûlées. Faut qu'on dise quoi, la meilleure du lot? Celle qui, selon vous, est la meilleure parmi les 5 qu'il a citées. Celle qui a jamais gagné, mais qui, selon vous, est la meilleure ou la plus chère à votre cœur si vous n'avez pas d'idée sur le niveau. La plus chère à mon cœur, c'est Trailblazers. Après, la meilleure, j'hésite entre les Kings, c'était la meilleure équipe, mais avec Penny et Shaq, par contre, tu vois, as un potentiel plus haut que les Kings, je dirais. S'ils restent ensemble, tu vois, s'il n'y a pas de blessure, ils restent ensemble, tu trouves à un moment le bon roster qui va te donner une équipe plus forte. Mais la meilleure, je pense que c'est quand même les Kings. Pour moi, c'est clairement la meilleure. C'est la meilleure, et d'ailleurs, c'est... Chris Webber te le dira lui-même, c'est celle qui était la meilleure même au moment où, même s'ils n'ont pas gagné, quoi. C'est toujours, on en revient toujours à ce fameux Game 6 et à l'arbitrage, mais non, je pense que c'est la meilleure. Après, pour moi, les deux plus chères, c'est celle-ci et, comme toi, Antoine, les Blazers de 2000 que j'ai adoré, c'était avant Zibo, hein, pour le coup, si je me trompe pas. Oui, ouais. c'est avant Zibo. Oui, Jermaine O'Neal, Sheed, Pippen, Steve Smith. Stacey Ogman aussi. Stacey Ogman. Sabonis, Brian Grant. Ouais, incroyable équipe. En termes de talent, c'est assez phénoménal. Mais je pense vraiment que les Kings étaient mieux coachés et ont proposé un jeu, en fait. En fait, le jeu des Kings était meilleur, quoi. Je pense que c'est l'équipe qui jouait le mieux au basket de celle qu'on a signée, qu'on a citée. Bon, moi, évidemment, j'aurais choisi Orlando, mais pour le cœur, et parce que c'est l'équipe que j'ai préférée. Mais j'aime bien ce qu'a dit Antoine sur le fait que s'ils étaient restés ensemble, ça aurait été l'équipe la plus forte, peut-être. Et à un moment, ils auraient trouvé la combinaison pour que Penny et Shaq fonctionnent. Après, il y a les blessures de Penny aussi qui entrent en ligne de compte, donc on ne pouvait pas vraiment savoir. Sinon, d'accord avec vous sur les Kings, évidemment, qui est une équipe que j'ai beaucoup aimée à l'époque. On passe à la suivante question de Sylvain. Sur vos conseils, j'ai attentivement écouté l'interview d'Evan Fournier, puis celle de Nicolas Batum sur First Team. J'ai été choqué de ne pas entendre une seule fois le nom de Wembanyama dans la bouche d'Evan Fournier. Il concède difficilement ne plus être la première option offensive, mais ne parle pas du rôle de Victor dans cette recomposition, la finale et sa performance XXL. Pas un mot à part pour Gershon et Nando, l'avenir de l'équipe de France, 3 petits points. Seul le journaliste le cite dans sa question et Evan ne relève pas. Il suffit d'enchaîner les 2 interviews d'Evan et de Nicolas pour constater qu'il ne s'agit pas d'un hasard ni d'un oubli. Ma question, le nouveau sélectionneur doit-il considérer Evan comme l'un des cadres qui favoriseront l'avènement de la génération Top 10 Draft NBA? Et Evan peut-il se contenter d'un rôle de 2e, 3e option défensive et démarrer sur le banc sans polluer l'équipe de ses états d'âme? Moi, je serais tenté de dire qu'il peut. Hein. Vas-y Théo, vas-y, commence. Non, comme toi, en fait, je pense que oui. Je pense qu'il doit être considéré comme un cadre de l'équipe parce qu'il est encore dans son prime. C'est un des joueurs les plus expérimentés avec un palmarès en équipe de France qui est large, qui a une expérience en NBA que peu de joueurs ont au bout du compte, qui a montré, même si ça a été compliqué durant la dernière campagne et après presque 2 ans sans jouer, qu'il avait des ressources et qui a été déterminant dans certains matchs. Pour moi, il fait partie des cadres et je pense qu'il a tout pour pouvoir continuer à encadrer la nouvelle génération. Et quand je dis encadrer, c'est pas simplement prendre du recul, en fait, c'est jouer un rôle dans le fait que cette équipe de France continue à être performante. Moi, j'aurais dit oui. Vous avez senti qu'une animosité? Moi, j'ai pas regardé les interviews. C'est vrai que là, en lisant ça, peut-être qu'il n'en parle pas beaucoup, mais est-ce qu'il a vraiment été amené à l'évoquer? Je pense pas. Moi, il a toujours, les autres fois, il a toujours dit du bien de Victor, hein, dans mon souvenir, donc je ne crois pas que ce soit qu'il soit jaloux de la montée en puissance de Wembanyama. Ça me semble. Donc je suis d'accord avec vous sur le rôle qui sera amené à tenir. Il a été hyper décisif, hein, dans les matchs à élimination directe. Il a été bon quand même, hein, Fournier. Faut pas oublier ça. Moi, je pense qu'il aura a priori son rôle. Après, pour qu'est-ce que ça va donner dans le vestiaire, de toute façon, ce que ça va donner dans le vestiaire, on peut pas le savoir aujourd'hui, on verra. Mais je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Il a vu d'autres avant lui se mettre en retrait et prendre, tu vois, une transition logique, une évolution avec l'âge. Tu vois, je pense qu'il fera pareil, qu'il transmettra le relais. Lui et Rudy Gobert vont transmettre le relais là où d'autres avant leur ont transmis le relais. Vous le voyez capitaine ou pas? Parce que c'est une question à laquelle on réfléchit, mais ce sera peut-être Gershon le capitaine, je sais pas. En fait, sur le palmarès, c'est justifié. Je sais pas si c'est ce qu'il souhaite faire, parce qu'en fait, le rôle de capitaine, c'est quelque chose de bien spécifique, en fait. Ça veut pas dire que tu es forcément le seul leader, et je pense que Evan, de bien des manières, en fait, fait preuve de leadership. D'ailleurs, ce qui a fuité là,
discussions avec Utah dans le vestiaire ou ce genre de choses. Voilà, c'est quelqu'un, je pense qu'il a pas besoin. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui a pas besoin d'être capitaine pour exercer une forme de leadership. Après, le rôle de capitaine, c'est vraiment particulier. C'est quand même, c'est plus souvent en équipe de France. En tout cas, quand on voit ceux qui ont été capitaines ces dernières années, c'était plutôt des rassembleurs. Alors, je dis pas que Evan ne peut pas l'être, mais je suis pas sûr que ça soit forcément dans son tempérament ou quelque chose même qu'il souhaite avoir. Je suis pas sûr en fait de ça. Si vous deviez choisir un joueur comme ça, c'est pas dans la question, hein, c'est moi qui me pose Je pense ouvertement. que Rudy peut jouer ce rôle de rassembleur pour le coup. Moi, j'aurais dit Gershon. Très bien. On verra bientôt. De toute façon, il y a une conférence de presse bientôt pour officialiser le nom du successeur de Vincent Collet. Question suivante. Alors là, c'est du rapide. C'est un tu préfères, très rapide. Question de Laurent. Ouais. Suite aux propos de Toscano Anderson cette semaine, j'ai un petit tu préfères pour vous. À salaire égal, ce qui est important quand même. Est-ce que tu préfères, ou là, vous préférez, jouer le Final Four de l'Euroleague tous les ans sans jamais jouer en NBA, ou jouer en NBA mais ne jamais jouer les playoffs? Ah, Bon, le facile. Final Euroleague. Four, alors. Bah ouais. À salaire égal surtout, c'est clair, je pense. Hein. Ah ouais, clairement. Même en préférant, je sais pas, en rêvant d'Amérique et tout, c'est des ambiances de malade, tu joues des titres, je pense qu'il n'y a pas trop de... Au niveau si le salaire avait été beaucoup plus important en NBA, je dis pas, ça peut se réfléchir, mais ouais, je suis comme vous, un Final Four de l'Euroleague. Si t'es un joueur ou un athlète de haut niveau, bien sûr tu veux gagner de l'argent, mais tu veux gagner des titres. T'es un compétiteur, donc ouais, Final Four tous les jours. Très bien. Question de David T, donc l'autre David de ce CQFR du samedi. On sait que les Clippers n'offrent jamais de garantie de leur niveau à venir. Malgré tout, il faut bien se projeter pour imaginer comment ils vont performer cette année. J'ai noté les arrivées de Batum, Mo Bamba et Chris Dunn et la perte de Paul George et Plumlee, ainsi que Westbrook, j'en oublie sûrement. Ils perdent 2 grands noms et récupèrent des role-players. Que pensez de cette intersaison et quel niveau théorique leur prêtez-vous à l'issue de cette intersaison? Personnellement, je suis partagé entre le constat d'une perte de talent, mais aussi celui d'une clarification des rôles qui pourrait leur être bénéfique. Antoine, à tout seigneur, tout honneur. En fait, les Clippers, c'est... Le problème, c'est Kawhi Leonard. C'est que tu peux... Peu importe ce qu'il y a autour, en fait. La vraie question, c'est est-ce que tu as ton meilleur joueur? Parce que tu perds du talent, enfin, ton 7e homme, ton 8e homme, c'est pas... Même si c'était ton 4e meilleur joueur, en fait, ça compte pas tant que ça. Ce qui compte, c'est ce qui se passe tout en haut de ta pyramide. C'est quand même les 2-3 meilleurs joueurs d'une équipe, ils dictent beaucoup plus que les 12 suivants, tu vois. Donc finalement, Kawhi et ton meilleur joueur est même beaucoup plus impactant que ton 3e meilleur joueur, de toute façon. Donc les Clippers, leur niveau dépend de est-ce que Kawhi Leonard il est là, est-ce qu'il est en forme, est-ce qu'il joue plus de 70 matchs, etc. Est-ce qu'il est là en playoff? Donc oui, sur le papier, moi je trouve, j'ai vu qu'il y avait des commentaires un peu d'ailleurs on a fait un power ranking avec Théo des 16 meilleures équipes. C'est vrai que moi, j'ai pris les Clippers. Théo les avait pas dans son top 16, je crois. C'était pas dans mon ordinateur, même. Ouais, c'était pas dans son ordinateur. Tiens, moi, je pense que les Clippers, sur le papier, ils ont encore un niveau plus que correct. Mais le papier, en fait, à un moment, ça veut plus rien dire. Donc oui, l'effectif, je peux vous le citer, je l'ai mis sous les yeux en plus. Donc Kawhi Leonard, James Harden, donc tu as quand même une superstar avec Kawhi Leonard, c'est une vraie superstar. Oublions les histoires de santé, oublions l'espace de 5 secondes. Est-ce que c'est encore une vraie superstar? 33 ans. C'est pour ça que j'ai dit oublions les histoires de santé, juste quand il est sur le terrain, par contre c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Et c'est juste est-ce que tu crois qu'il le sera encore à 33 ans? Il l'était l'an dernier. Il l'était l'an dernier, tu vois. Après oui, ce sera... En fait, l'an dernier, quand il est sur le terrain, il est vraiment très fort. Il n'est pas juste fort, il est très fort. Et je ne sais pas pour moi, il n'était pas à son niveau de 2019. Et c'est pour ça que je me disais, mais de toute façon, même les Clippers au complet, je ne pense pas qu'ils vont être champions. Mais il est très fort quand il est sur le terrain. Donc, oublions les blessures. 2 secondes, s'il vous plaît. Juste oublions les blessures, 2 secondes. T'as Kawhi, t'as une superstar. Je pense qu'il sera à peu près au même niveau que l'an dernier. T'as James Harden, c'est quand même une star. C'est pas une deuxième option qui te fait gagner un titre, mais il n'y a pas 50 équipes qui ont James Harden en deuxième option. Ensuite, en role-player, tu as Ivica Zubac, Norman Powell, Terrence Mann, Derrick Jones, Nicolas Batum. Éventuellement aussi un peu en dessous, je trouve, mais quand même pas trop dégueulasse pour des fins de rotation. Bones Island, Amir Kofi, PJ Tucker, Chris Dunn, Mo Bamba. Tu vois, l'équipe est tout sauf moche. Il y a Kevin Porter Jr. qui va devoir relancer sa carrière. L'équipe est pas moche. Elle est bien coachée aussi.
Elle est bien coachée, il y a du talent en fait, mais toute la question c'est est-ce qu'il y aura Kawhi et nous, je pense qu'on est au stade où on n'y croit plus trop au fait qu'il y aura Kawhi, quoi. Moi, j'ai fait une croix sur cette équipe. J'y crois pas. Trop de désillusions. Honnêtement, je suis pas sûr quand même que. Parce que t'as raison, Kawhi, il a été très bon. Alors, c'est pas que de sa faute, mais finalement, il y a des moments où il a été très bon, mais l'équipe gagnait pas malgré tout. Quand ils sont dans leur spirale de défaite, il enchaîne les matchs, Kawhi. Bah, enfin, ouais, bien sûr, mais tu vois, ils ont fini combienième de la conférence là, les Clippers? Ils ont fini. Quatrième? Ils finissent quatrième, ils sont premiers, ils ont le meilleur bilan de la ligue sur 3 mois quand même, tu vois. Ils n'ont pas fait une mauvaise saison. Ils ont piqué trop tôt. Et après ils ont eu un coup de mou. Mais ils ont quand même été bons avec Kawhi, hein. Ils gagnent, ils font quand même quatrième de la conférence Ouest Non, c'est vrai, j'avais oublié qu'ils avaient fini sixième, tu vois. en étant pendant 3 mois la meilleure équipe de la ligue. Il y a un moment où leur bilan c'est 23, tu vois, sur un truc comme ça, avec Kawhi, James Harden et Paul George, avec les 3 au complet. Donc non, je pense qu'ils ont fait une bonne saison. Ça reste une très bonne équipe à mon avis. Mais bon, moi non plus, comme toi, j'y crois plus à Kawhi. J'y crois plus trop non plus, mais il y a aussi qu'Harden à 35 ans, que Kawhi à 33, mais voilà, son corps a peut-être un peu plus maintenant. Et même si je l'ai trouvé aussi très bon en saison régulière, ça me paraît un peu. L'effectif est sympa et ça se qualifiera, je pense, pour les playoffs, même si c'est via le play-in. Mais voilà, pour le titre, je crois plus non plus dans cette équipe-là. Ça y est, je pense que ils vont passer à autre chose progressivement avec la nouvelle salle et tout, et ce sera pas plus mal au final. Non, j'y crois pas plus que ça. Je les vois pas comme des outsiders en tout cas. Ils sont un peu coincés parce qu'en fait, ils sont obligés quand même de pas être dégueulasses parce qu'il y a la nouvelle salle. Et en même temps, je pense que même eux savent que de toute façon, ils jouent plus le titre. Donc, tu es un petit peu coincé à te dire, bon, bah, de toute façon, il y a 2-3 saisons, on va être dans le ventre mou, quoi. C'est-à-dire que peut-être gagner des matchs, peut-être effectivement finir 5-6e à l'ouest. Je sais pas si je suis pas sûr que ça soit dans leur corde, mais peut-être. Mais voilà, t'es condamné à faire ça 2-3 ans avant de pouvoir, en toute honnêteté, dire à tes fans, bon, bah voilà, maintenant il faut qu'on reparte de zéro, il faut qu'on reconstruise et qu'on parte sur un projet. Parce que là, il n'y a pas de direction, vraiment. Ouais. Question de Jean Tomate. En écoutant le CQFR de la semaine dernière et la question sur les actions qui vous ont marqué, j'ai repensé à Jason Williams et à des postes de meneur. La NBA compte quelques joueurs décents que j'ai en tête au niveau du handle et de la vision de jeu. Luka, Kyrie, SGA, Steph, Victor, Haliburton. Pourtant, il y a peu d'actions Showtime. Est-ce que pour vous, c'est l'évolution du jeu qui ne permet plus autant de fantaisie, alors que les règles ont privilégié l'attaque au détriment des défenses tranchées, barbelées, machettes? Ou bien est-ce que c'est une volonté des joueurs ou des coachs d'épurer le jeu par souci d'efficacité? Il demande aussi est-ce que le public ne serait pas plus friand de ce genre de move, et est-ce que je ne viendrais pas d'être touché de plein fouet par un coup de « c'était mieux avant ». Votre analyse m'aidera à sortir de cette impasse métaphysique. Déjà, il a oublié la Melo Ball, hein. J'ai beau, tu vois, on peut penser tout ce qu'on veut sur la Melo Ball. Moi, le mec, je lui archi pas confiance en lui. C'est pas le joueur, mais par contre, il est méga spectaculaire, hein. C'est peut-être même pour moi celui qui. Attention, prenez des grosses pincettes à ce que je vais dire. Mais c'est celui qui se rapproche le plus de Jason Williams, justement, sur certaines choses. Il lâche des passes. Quand il joue, franchement, il y a toujours des highlights de passes. C'est important. Puis bon, il y a quand même Jokic qui est créatif, il y a Doncic qui est créatif. Enfin, c'est important dans ce que tu as dit, le quand il joue, parce qu'on l'a pas beaucoup. Ouais, le quand il joue, il est souvent blessé. Mais la saison, vraiment sa saison pleine, elle était top. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a des passes de malade, hein. Il y a des actions, tu te dis comment il voit ça, comment, tu sais, et puis il tente des trucs. En fait, tu sens que lui, il joue vraiment à l'instinct. Tu vois, il y a des mecs qui ont peur, je pense, des fois de se faire sortir ou peur de tenter des trucs. Lui, de toute façon, il a pas de filtre. Je mettrais la Melo Ball dans le lot, moi, quand même. J'ai pas de réponse à la question, par contre. Non, pour répondre à la question, j'ai l'impression quand même qu'il y a un souci d'efficacité maintenant dans le jeu qu'il n'y avait pas forcément avant et qui a été étayé aussi par l'avancée des stats analytics et des stats avancées qui font que le jeu a été épuré de tout ce qui n'est pas efficace, quoi, j'ai l'impression. Donc c'est peut-être ça, j'imagine, ce que ressent l'auditeur. Par contre, comme vous disiez tous les deux, moi je vois des passes de Luka ou de Jokic, je prends mon pied, ou certains moves de Stephen Curry ou de Kyrie Irving. Je pense qu'il y a encore du spectacle, mais j'ai l'impression quand même qu'effectivement, il y a une volonté d'être efficace qui est peut-être plus élevée que ça n'a pu être le cas par le passé. Ouais, je pense aussi que là, moi vraiment, je mets ça sur le dos du désir d'efficacité et du fait que
s'il y a des joueurs trop fantasques et qui privilégient pas l'efficacité par rapport au sens du spectacle, c'est dur quand même. Et ils vont vite, je pense, sortir du paysage parce que les coachs sont quand même drivés par cette idée-là. Et ça, pour moi, ça joue beaucoup parce que les joueurs sont capables de faire des trucs, même globalement. On le dit que le niveau global technique est peut-être même meilleur qu'avant. Donc, c'est pas une question de niveau technique. Je pense que c'est aussi une question de volonté et de choses qui sont dictées par l'époque, quoi, tout simplement. Mais vous trouvez qu'il y a moins d'action Showtime qu'avant? J'arrive pas à me rendre compte, moi. Ou alors, Il y a moins d'isolation aussi. ouais, mais Ouais. avant c'était un peu exceptionnel parce qu'on n'était pas abreuvé de. C'était genre, ah, t'as vu le highlight Ouais, là c'est maintenant, ça. tous les jours il y a des highlights, tous les jours il y a des trucs, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être moins. Vu qu'on en reçoit plus, on est peut-être moins impressionné en fait aussi. Moi, je me demande si c'est pas plutôt ça, parce que j'ai pas forcément l'impression, mais peut-être que je me trompe, mais qu'il y ait moins de Showtime qu'à une époque. Il y a toujours eu des gros dunks, il y en aura toujours, il y a toujours des passes folles, il y a toujours des dribbles, en fait, il y a toujours... Après, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur l'efficacité, mais je me dis pas... Tu sais, on entend des fois la même chose, je pense que c'est un autre débat pour le foot, mais on entend des fois, et je veux bien croire pour le foot, tu vois, mais qu'il y a de moins en moins d'artistes. Et c'est vrai, peut-être qu'on est un peu tous formatés et que les athlètes sont un peu plus formatés, qu'il y a ce souci d'efficacité, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait moins d'action Showtime que par le passé, moi. Prochaine question de Grand-Pierre. Vu que la saison est off, je vais vous écrire un scénario de match. Vous êtes coach de Boston, match 7 des finales NBA contre les Dallas Mavericks. Jaylen Brown vient de marquer sur un lay-up, il reste 16 secondes de match, vous menez de 2 points. Plus de temps mort ni de faute à distribuer. Vous dites à vos joueurs de défendre ou vous leur dites de faire faute pour forcer des lancers francs? On est à +2, c'est ça? Ouais. Je pense qu'il faut faire faute, ouais. 16 secondes? 16 secondes. 16 secondes? Ouais, faute, ouais. Je dirais faute pour éviter de prendre un 3 points ou un 2 plus la faute. Et au moins avoir la dernière possession. Mais du coup, tu laisses l'équipe revenir à égalité. Tu laisses potentiellement revenir l'équipe à égalité, mais c'est toi potentiellement qui aura la dernière possession. Ouais. Et sachant que toi, s'il y a égalité, l'équipe adverse, elle peut pas faire faute tout de suite, sinon elle t'envoie prendre les lancers, quoi. Moi, j'aurais fait faute. Bon, alors moi, je suis pas coach, donc je vous conseille d'écouter Théo. Mais j'aurais misé sur la défense de mon équipe. Si on était à +3, j'aurais fait faute. Mais à +2, je sais pas si je veux laisser l'équipe revenir à égalité. Tu vois, je me dis, finalement, il y a autant de chances que... Bon, je sais pas. J'aurais défendu. On aurait défendu. Voilà. Il y a eu pas mal de On situations. prend un panier, on prend un panier. Dans la saison, il y a eu des situations comme ça. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il nous pose cette question. C'est que je crois que Thibodeau s'était retrouvé un peu. Oui, contre Philly. Ouais. Quand ils se prennent le 3 points de Tyrese Maxey. C'est ça. Bah moi, je m'en réfère aussi à Théo parce que moi non plus, je ne suis pas coach. Donc écoutez Théo, faites comme Théo. Ou alors, si vous êtes plutôt artiste dans l'âme, faites comme Antoine. Après, je pense que dans les faits, Oui, non, en fait, la question, pour moi, je pense que tu fais faute. La question, c'est de savoir si tu fais faute tout de suite ou si tu essaies d'abord de défendre. Sachant que si tu essaies d'abord de défendre, tu raccourcis aussi potentiellement ta possession à toi. Ouais, ta possession. Ouais. Et tu dis, il n'y a plus de temps mort. Hein. Tu as dit qu'il n'y avait plus de temps mort, Shai 16 secondes de match, c'est plus de temps mort ni de faute à distribuer. Ouais, donc oui, c'est juste faute que rapidement. Moi, j'aurais dit faute rapidement parce qu'après, tu pourras pas prendre un temps mort après les lancers francs. Il faudra que tu joues tout de suite. Donc, j'aurais dit temps mort faute rapidement pour avoir assez de temps derrière pour attaquer. Très bien. Ouais, on espère que les coachs NBA qui seront dans la situation nous écoutent. S'ils ont besoin de conseils, si Expolstra a besoin de conseil, qu'il écoute le CQFR. Il peut écouter le CQFR, ouais, exactement. Voilà. Question de Julien. Je suis bouché dans la vie de tous les jours. Et quel plaisir de vous écouter chaque jour au fond de ma chambre froide, tout en faisant des brochettes. C'est une histoire vraie. Cela permet de réchauffer un peu mon âme. Je vous rassure, tout va bien. Quelquefois, on voit des brochettes déjà. Pardon. Quelquefois, les clients voient à travers la vitre de mon labo mes réactions à vos analyses. Je pense que je passe parfois pour un fou. Je suis peut-être bouché, mais j'entends très bien toutes vos discussions. J'avais une question pour vous et votre émission qui me fait bien rire et savoir ce que vous allez répondre. Si demain, vous avez la capacité de poser une question à un joueur ou un entraîneur, ou un GM, ou commissionneur NBA, ou autre personnalité qui gravite autour de la sphère NBA, et que cette personne était obligée de vous répondre franchement, vérité absolue sans langue de bois, imaginez qu'un sérum de vérité absolue fasse effet, qui choisiriez-vous et quelles questions poseriez-vous? Personnellement, je choisirais Zaza Pachulia pour lui demander s'il avait intentionnellement blessé Kawhi à l'époque, Gilbert Arenas en lui demandant son top 10 des joueurs européens,
Kevin Durant, son véritable ressenti après avoir gagné un titre en rejoignant la meilleure équipe de la ligue. Ce ne sont pas des questions très sérieuses, je l'avoue, mais c'était pour vous faire sourire. Et voilà. Quelles seraient les vôtres? Qui vous choisiriez, les gars? C'est une excellente question. Je sais pas, moi, je partirais sur un scandale, un truc qui a rien à voir avec le basket. Je sais pas. Rien qui me vient en tête. Moi, j'ai pensé direct à Kawhi. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé aux Spurs. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé aux Spurs. Les deux trucs sur lesquels on avait fait un article, c'est ce qui s'est passé aux Spurs avec Kawhi et ce qui s'est passé aux Sixers avec le shoot de Markel Fultz. C'est deux des trucs les plus incompréhensibles que j'ai jamais vus, quoi. Ouais. Moi, je pensais à un truc. Je pensais à la retraite de Jordan avec les rumeurs autour de la suspension pour Paris, enfin pour gambling, pour... Est-ce que c'est vraiment juste parce qu'il était pas dans un bon état d'esprit après le décès de son père, ce qui s'entendrait parfaitement, mais il y a tellement de trucs qui est revenu au fil des ans que j'aimerais connaître la vraie raison. Donc je lui demanderais peut-être à Jordan s'il est obligé de répondre. J'ai même pas dit, très sincèrement, c'est une très 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 bonne question, je trouve, et j'arrive pas comme ça de tête à te dire, à vous dire ce que je demanderais. Mais le shoot de Markel Fultz, quand même, ça m'intrigue beaucoup. Parce que j'aimais bien le bonhomme. Mais et je suis sûr qu'il y a des trucs plus croustillants que ça, quoi. Moi, je ferais avouer à LeBron tous ces mythos là. Il y a beaucoup de questions que je serais capable de poser à LeBron. J'exagère, évidemment, je plaisante, mais en ce moment, il y a le truc. Vous avez vu la pub avec son bouquin intitulé First Page et où il lit à la première page parce que à chaque fois, il posait avec des bouquins en faisant genre qu'il était en train de lire alors qu'il était toujours à la première page. Je voulais savoir s'il a vraiment lu tous les bouquins avec lesquels il a posé. Et si c'est une bonne question, ça. Voilà. Sinon, non. Sinon aussi demander au commissionneur s'il y a déjà eu des douilles, quoi. Est-ce qu'il y a déjà des trucs qui ont été fixed? Tu vois, que ce soit la draft. Je demanderais ça à Adam Silver. Genre une question très générale. Est-ce qu'il y a déjà eu des trucs fixed en NBA, tu vois? Tellement sûr, c'est obligé. C'est peut-être ça que je demanderais. Et je veux bien savoir si Michael Jordan avait vraiment... Décidément, je suis très tourné sur Jordan, mais sur le flu game, est-ce que c'était juste une pizza ou est-ce qu'il avait vraiment 42 fièvre? Enfin, plein de choses comme ça. Jordan, c'est son numéro de carte bleue qu'il faut lui demander si Bon, en tout cas, si vous avez des suggestions de questions et d'interlocuteurs, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Prochaine question de Opiguchi. Alors là, c'est pour vous deux, les gars, parce que ça concerne le podcast que vous avez fait ensemble lundi. J'ai bien écouté votre ranking trop précoce et je vous avoue que je suis très surpris. Non pas de la place de Dallas, que je trouve très surcotée. Hâte de voir la défense collective de Luka, Kyrie et Clay en tant que titulaire. 3 petits points. Mais que vous ne fassiez pas ou presque référence aux Rockets. Je suis en effet persuadé que l'effectif de Houston doit d'ores et déjà être pris très au sérieux. Tous les deux en contract hier, le talent de Green et Şengün va sans aucun doute exploser à la face du monde. Bien entouré par de très bons vétérans, les Fusées possèdent l'un des effectifs les plus pléthoriques de toute la NBA. Amusez-vous à imaginer une draft d'expansion et voir quel joueur Houston ne pourrait pas protéger avec 8 choix. Même le coach est super sérieux, dans la sphère basket, je parle bien entendu. Je veux bien entendre vos arguments quant à la non-sélection de cette team dans vos 16, surtout quand s'y trouvent des équipes comme les Clippers ou encore les Warriors, toutes les deux en fin de projet ou presque. Alors moi les Rockets, ils étaient dans ma liste en fait. Je sais pas s'ils étaient dans les 16 piles, mais ils étaient vraiment dans la liste des équipes que j'avais notées, puis j'attendais de voir un petit peu comment allait se passer la draft qu'on a fait avec Antoine. La question est justifiée, hein, parce qu'il y a du talent, c'est une équipe qui a beaucoup progressé, qui va continuer de progresser, mais qui est encore difficile à lire, je trouve. Mais en tout cas, c'est une équipe vraiment intrigante. Ouais, moi aussi, je les avais un cran en dessous finalement des 16, mais je suis pas si convaincu de tout ce qui a été dit par notre auditeur. Moi, j'oublie pas que les Rockets, c'est quand même surtout une fin de saison dans un contexte. Mais sinon, leur saison est pas très bonne, hein, je suis désolé. Je veux pas être. Je sais que la fin de saison laisse beaucoup d'espoir et peut-être à raison, mais les Rockets n'ont pas fait une très bonne saison en soi. Ils ont très bien fini. À un moment, il leur manquait l'un de leurs 2 meilleurs joueurs, voire même leur meilleur joueur. Je sais toujours pas exactement quoi penser de Jalen Green, dont j'adore le flow, tu vois, je trouve qu'il a du style, Jalen Green, mais j'arrive pas encore à savoir exactement quel joueur c'est, même si je le trouve talentueux. Du coup, cette équipe, je sais pas, Fred VanVleet, il prend quand même de l'âge, tu vois, il y a
il y a beaucoup de jeunes que je trouve intéressants, mais la conférence Ouest est tellement chargée, je suis pas persuadé que les Rockets arriveront nécessairement à aller en playoff en fait. Ils seront peut-être dans le play-in, j'espère qu'ils seront dans le play-in. J'aime beaucoup Rich Shepard aussi. Hier dans le CQFR, je disais que Rich Shepard est pour moi le favori pour le trophée de rookie de l'année, parce que je pense aussi en partie que Fred VanVleet il risque d'être peut-être un peu moins performant cette saison et que Shepard aura du temps de jeu. Mais ça reste encore un peu jeune. Je me demande encore un peu quel style de basket. Ils ont brillé avec un style qui va être différent de celui qu'ils vont pratiquer en début de saison. Ils étaient ultra small ball avec beaucoup de défense où ça switch. Il va falloir se retrouver un équilibre avec Alperen Sengun. Retrouver un équilibre en attaque avec Sengun. Jalen Green avait beaucoup plus de ballons, justement, beaucoup plus de cartes blanches même, parce que c'était la fin de la saison, il n'y avait pas de pression, tu vois, enfin, je sais pas, moi tout ça font que je me pose quand même des questions sur les Rockets, sur leur capacité à absolument atteindre le top 8 de la conférence Ouest. Je serais pas super surpris si ça venait à aller en playoff, mais je me dis pas là, comme ça, en regardant les effectifs, je me dis pas que c'est tout de suite plus fort que forcément, nécessairement plus fort que 8 ou 9 autres équipes de la conférence Ouest. Et je dirais oui, l'effectif il est chargé, mais on revient à ce qu'on a dit pour les Clippers. Ton premier joueur, ton meilleur joueur, pour moi, il est plus impactant déjà que ton troisième, et tes 3 meilleurs joueurs, ils sont plus impactants que les 12 autres que tu as derrière. Donc quelque part, les Rockets, oui, ils ont beaucoup de joueurs intéressants, c'est même pas le terme forcément bon, mais intéressant. Mais leurs 3 meilleurs joueurs, c'est pas non plus, tu vois, je me dis pas, ça chamboule pas la ligue, quoi. Donc, on verra si Sengun et Green passent effectivement des gros caps, cette équipe ira peut-être en playoff, mais voilà, là, au premier abord, je me méfierais un peu quand même avant de Moi, célébrer. Je les mets pas très loin du top 16, je pense, parce que c'est l'une des équipes que j'attends en forte progression, mais ça me choque pas qu'ils soient pas dans les 16. Si on considère qu'ils sont borderline, je pense qu'ils sont pas très loin. Je les imagine dans la course au play-in dans tous les cas. Donc, j'ai pas fait la draft avec vous, mais ça m'a pas choqué non plus. Voilà. Question suivante. Tiens, ça c'est pour Antoine, à la fois parce que ça concerne un peu les Bucks et parce que ça nécessite d'être une trade machine. Question de François. Salut tout le monde, il y a encore du temps avant le début de la saison, mais la pression monte et l'angoisse de voir mes Bucks me décevoir est grandissante. Je me mets à rêver de trades impossibles qui verraient Ingram prendre la place de Middleton et Valanciunas celle de Brook Lopez afin de rouler sur la saison et d'écraser les playoffs pour un titre mérité pour cet incroyable Doc Rivers. Et vous, avez-vous des trades improbables en tête pour cette équipe? Théo, je sais pas si tu veux... Non, j'en ai pas. Est-ce que par exemple est-ce que Ingram à la place de Middleton, ça vous semble être intéressant ou pas, par exemple? Non, moi je fais pas ce trade-là. Moi non plus, je fais pas ce trade-là. J'ai pas confiance en Ingram. Valanciunas, c'est pas inintéressant parce que je trouve qu'il partage certains points communs quand même avec Brook Lopez, même si on en parlait, c'était lundi peut-être on en parlait, Antoine, je disais que moi Brook Lopez, je trouvais difficilement transférable parce que j'ai l'impression que si tu le bouges, tu es obligé de réinventer toute une identité défensive. C'est vraiment pour moi l'encre de cette défense. Pour le coup, Valanciunas, c'est pas bête. Je trouve que voilà, je dis pas je pense pas qu'il ait la même dissuasion que Brook Lopez, mais bon, peut-être tu peux retrouver certains points communs. C'est très dur, hein. Les Bucks n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'ils peuvent offrir? Pas grand-chose, en fait. Non, il n'y a pas grand-chose. Il y a les contrats. En fait, en gros, les Lopez, Portis, Connaughton. Tu peux remplacer tes 4, 5 et 6e meilleurs joueurs, peut-être pour d'autres 4, 5e et 6e meilleurs joueurs, mais... Mais j'ai l'impression que je suis pas sûr que tu veuilles le trader, en fait, parce que c'est quand même une valeur sûre, en fait, de ce qu'il t'apporte. En plus, peut-être Portis et Connaughton, tu vois. Est-ce que tu sais, des fois, en cours de saison, il y a des joueurs que tu récupères pour moins que leur valeur. En cours de saison, quand tu as un mec qui est en fin de contrat ou une équipe qui veut juste débarrasser d'un contrat, des fois, tu peux choper un mec en finalement lâchant, tu vois, tu lâches Connaughton et un autre gars et un second tour de draft et tu te retrouves avec un joueur qui serait normalement titulaire dans n'importe quelle équipe, tu vois, ça peut arriver en cours de saison. Mais je pense pas que les Bucks aient beaucoup d'arguments pour faire des gros trades ou ça serait des paris risqués, comme tu l'as dit. Moi non plus, je pense pas que Brook Lopez, ils vont s'en séparer, sauf s'il est cuit. Et s'il est cuit, par définition, il aura moins de valeur. Donc voilà, donc c'est compliqué. Je pense que les Bucks, ça va tourner beaucoup sur comment ça se passe Giannis Lillard, quoi. Il y a autre chose aussi, c'est que j'ose espérer qu'ils sont un peu échaudés par ce qui s'est passé avec Jrue Holiday et que Chris Middleton est un peu protégé dans ce sens-là. Ils se disent, si on le lâche et qu'on va renforcer un concurrent derrière. J'ai l'impression que Middleton fait partie des intouchables, surtout qu'ils attendent encore de voir s'il peut revenir à son meilleur niveau physique sur l'ensemble d'une saison.
Mais c'est ça, en fait, là, en faisant ce petit exercice de réflexion, je trouve qu'ils ont effectivement pas beaucoup de marge de manœuvre, donc ça montre qu'ils ont la pression aussi. Donc, ouais, Ingram sur le papier, oui, ça a peut-être plus de talent offensif et c'est plus jeune que Middleton, mais est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ce serait vraiment une très bonne chose? Je sais pas. Mais les Bucks ont la pression et ça vient bon, je pense qu'on vient de le démontrer. Le problème pour Middleton, c'est qu'il sera free agent à la fin de la saison, si je me trompe pas. Ouais. Enfin, il a une option. Ok. Il a une option, c'est ça. Donc, d'une certaine manière, si ça se passe mal ou qu'ils veulent pas lui donner d'argent, ils seront peut-être, ceci dit, obligés de le trader, en fait. Possible. Après, oui, ça dépend. Ça veut dire quoi? T'entends quoi par ça se passe mal? Bah, si jamais, par exemple, Middleton et son agent demandent une prolongation tout au long de la saison et qu'ils se mettent pas d'accord, et que Middleton dit bon bah si c'est comme ça, moi de toute façon je pars à la fin de l'année, peut-être que les Bucks seront obligés de mettre en. Okay. Mais comment ça se passe sur le terrain par contre? Ok, ce scénario, je suis d'accord, mais comment il joue malgré le fait? Est-ce qu'il joue mal du coup parce qu'il est mécontent ou est-ce qu'il joue bien? Bah, s'il joue très bien, de toute façon, je pense que les Bucks lui donnent son extension, quoi. Je vois pas pourquoi effectivement, si tout se passe très bien et que Middleton est là, qu'il est bon, que l'équipe fonctionne, je vois pas pourquoi Milwaukee rechignerait à se mettre le joueur dans la poche, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, Antoine. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est au cas où ça se passerait. En fait, le pire, limite, je pense, c'est si ça se passe de manière moyenne, en fait. C'est que ça marche, mais pas à fond. Tu sais pas trop ce qu'il faut faire. En même temps, tu dis, ouais, mais on va pas aller gagner le titre. Ça se trouve, Middleton va partir. Donc, tu vois, j'ai l'impression que c'est limite, ça serait le pire des scénarios pour Milwaukee, c'est d'arriver au début janvier sans trop savoir quel est le potentiel de leur équipe pour cette saison. Je suis d'accord. Question de Pauline. Salut les gars, pourquoi n'a-t-on pas encore vu une femme nommée head coach en NBA, telle une Becky Hammon ou Teresa Weatherspoon, toutes deux assistantes en NBA, devenues de très bonnes coachs WNBA, dont l'une double championne en titre? Merci à vous. Bah, je pense tout simplement parce qu'il y a encore trop de gens qui pensent qu'une femme ne peut pas diriger un groupe d'hommes et d'athlètes de haut niveau. Hein. Je pense que c'est purement sur comment dire, ce cliché ou ce stéréotype ou ce préjugé. Parce que je vois pas de raison, en fait. Pour moi, il n'y a pas de raison objective que Becky Hammon, par exemple, n'ait pas eu une vraie opportunité de coacher. Finalement, c'est un petit peu ce qu'elle disait. Elle avait eu le sentiment que quand les équipes lui demandaient de venir passer des entretiens, c'était plus une espèce d'opération de com pour dire, regardez, on a même proposé à Becky Hammon en sachant très bien qu'elle ne serait pas prise. Mais je pense pas que ça soit pour des questions de compétences. Et je vois pas pourquoi une coach comme Becky Hammon ou d'autres ne serait pas bonne. Il y a d'autres niveaux où il y a des femmes qui coachent des hommes et ça se passe très bien. C'est pas une. Donc il y a aucune raison en fait. Il y a aucune raison objective à part, je pense, le stéréotype ou les préjugés ou la peur d'être le premier à passer le cap. Mais je pense j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raison objective qui soit justifiable. Pareil que Théo. Ouais, mais il y a des assistantes en plus qui sont parmi les plus gradées dans leurs franchises respectives. Je crois qu'elles sont 4 actuellement en NBA. Il y a Jenny Boucek qui est avec Carlisle à Indiana, Brittany Donaldson qui est à Atlanta, Lindsay Harding qui vient d'arriver à... Elle est aux Kings maintenant? J'ai un trou, mais elle avait été meilleure coach de G-League. Et il y a celle dont le nom m'échappe qui est aux Grizzlies. Moi, ça me dépite un peu parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que la question se pose. Et à partir du moment où Becky Hammon s'est vue préférer des coachs qui soit sont plus là aujourd'hui, soit sont en poste mais n'ont pas vraiment convaincu, comme Billups à Portland, ça s'est joué. Elle était dans la shortlist, ils étaient 3 et ils ont choisi Billups. Il y a eu d'autres, Teresa Weatherspoon, il y a eu d'autres situations. C'est terrible parce que c'est impossible de faire pire. Voilà, en tout cas, il y a des critiques à émettre sur ce qui s'est passé à Portland ces dernières années. Et je pense pas que Becky Hammon aurait fait moins bien. Et Teresa Weatherspoon, qui était pareil, qui avait des opportunités, qui a passé des entretiens, elle s'est retrouvée. Attention, hein, c'est pas. Vous savez que c'est pas moi qui vais dire ça, mais c'est pas une rétrogradation d'aller en WNBA. Et Becky Hammon vit très très bien le fait d'être la meilleure coach WNBA en ce moment. Et Teresa Weatherspoon a fait une super première saison avec Chicago. Mais elles en sont, pour avoir le poste de head coach, elles sont obligées pour l'instant d'aller en WNBA. Moi, j'aimerais vraiment que ça change et je pense que ça va arriver. Il faut juste c'est comme pour tout, il faut qu'il y ait une franchise qui fasse confiance à un moment. Ce sera peut-être une franchise
qui n'a pas grand-chose à jouer dans un premier temps et qui pourra se permettre de faire une saison de développement, mais il faut que ça arrive un jour parce que c'est toujours pas normal que on prend JJ Redick aux Lakers, c'est un contexte particulier. Redick est implanté dans le milieu, c'est un mec que j'aime beaucoup, encore une fois, moi je crois plutôt en lui cette année, et qu'il arrive sans aucune expérience de coach au haut niveau, alors que des femmes qui coachent depuis 10, 15, 20 ans et qui sont dans des staffs NBA ont postulé sans avoir même le droit à un entretien. Donc bon, ça je trouve que c'est assez frustrant quand même. J'espère juste que le jour où ça sera le cas, parce que ça sera forcément le cas, ça sera par une franchise vraiment bien structurée et que ça sera pas même chose, pas un coup de com', tu vois, que ça soit une franchise, que ça soit c'est les deux qui me passent en tête, mais il y en a d'autres, mais tu vois, ou même non, j'en donnais d'autres, tu vois, instinctivement j'ai pensé à San Antonio ou à Miami, des franchises où de toute façon tu vas pas juste aller voir le président ou le boss en disant hey, on veut plus de la coach pour X raisons et tu vois que ça soit un choix assumé, mais j'aurais pu dire OKC, tu vois, OKC je pense que c'est le genre de franchise qui est à même de je pense pas que tu ailles voir Sam Presti en lui disant le coach, j'aime pas comment il nous fait jouer, c'est pas comme ça que ça fonctionne au Thunder non plus, quoi. Donc j'espère vraiment que ça sera prochainement, parce qu'il n'y a pas de raison, et puis que ça sera dans une équipe qui le fera pour les bonnes raisons et pas pour un coup de com'. Tout pareil. Une autre question qui concerne les femmes, c'est sur la WNBA, question de Steven, qui nous dit, vous parliez expansion cette semaine, et je me demandais si vous saviez pourquoi le calendrier WNBA est fait ainsi, permettant aux joueuses de faire une saison en Europe puis en WNBA. Et avec l'expansion, est-ce que le nombre de matchs risque d'augmenter avec la possibilité d'avoir un calendrier plus normal, saisonnier de octobre à juin comme en NBA? Alors, je me permets de répondre parce que je pense avoir la réponse. Et puis, bon, de toute façon, vous l'avez peut-être aussi, hein, mais c'est quand la WNBA est née et quand elle a commencé à se démocratiser un peu, la Ligue a voulu que le calendrier soit établi sur une période où il y avait moins de matchs et moins d'autres disciplines, d'autres ligues qui étaient télévisées, et donc les ont mis en été où il n'y a pas la NBA, il n'y a pas de concurrence directe, quoi. Du coup, ça a été placé là, et je pense que ça a vocation à rester là. C'est un peu considéré toujours comme une ligue d'été, et même s'il y a une expansion, et là il va y en avoir une, dans quelques temps on aura 15 équipes, je pense pas que le nombre de matchs augmentera de manière drastique. On restera toujours, à mon avis, en dessous des 50 pour qu'il y ait toujours un nombre de matchs, des rencontres intéressantes et pas de... comme en NBA, malheureusement, je pense qu'on est tous les trois à se dire que parfois, il y a trop de matchs et que sur les 82, le nombre de matchs très intéressants est quand même un peu limité maintenant. Voilà. Ouais, faut dire que ça va aussi avec la culture du sport aux États-Unis où on fonctionne par saison. En fait, il y a la saison football, la saison baseball, la saison basket, et au bout du compte, même si ça se superpose un petit peu par moment, ça te permet d'avoir du sport toute l'année. Donc c'était aussi dans l'idée pour laquelle, une des raisons pour laquelle la WNBA a été placée l'été. Après, je me pose la question à moyen terme, ça va vraiment être une question d'audience, en fait. Je pense parce qu'en fait, si ça génère de l'argent, et que la WNBA et que la Ligue se dit mais si on met plus de matchs, on va générer plus d'argent, ils mettront plus de matchs. Moi, je vois comme ça. Aussi, ouais. Moi, je pense que c'est le but. Je pense que le but, c'est ça. C'est qu'à un moment, puis ça permettra même aux athlètes, de toute façon, de ne pas avoir à jouer 2 saisons, de ne pas avoir à voyager, etc. Et de rester aux États-Unis et d'avoir une saison qui... Ça commence quand exactement, là, en ce moment? C'est juillet? Oui, c'est juillet, je crois. Je ne sais même plus. Ça pourrait être... Tu vois, ça pourrait être le début de la saison régulière pendant les playoffs, par exemple en mai, tu vois, où, ok, tu sais que la WNBA ne sera pas l'attraction principale, mais qui va jusqu'en octobre, pile au moment de la reprise. C'est ça, mais c'est déjà le cas. Je dis une bêtise, ça joue déjà dès le mois de mai, hein, je viens de vérifier. Il me semblait que c'était juillet. Ok, bon alors, mais tu peux faire pareil, au final, tu peux faire mars à octobre, tu vois. Tu fais mars à octobre, tu as une saison un peu plus longue, il y a plus de matchs, plus d'argent pour tout le monde. Mais après, tu as raison Théo, ça dépend des audiences. Mais je pense que c'est le but, c'est de faire exploser, de faire grandir la ligue et d'atteindre ce stade où tu es peut-être même la première ligue féminine de tout sport confondu, etc., en termes d'argent, etc. Là, pour l'instant, c'est de mai à octobre. Là, les playoffs, d'ailleurs, vont commencer dès dimanche, là, mais ça se termine en octobre. Donc, c'est de mai à octobre pour l'instant. Question suivante, question de Louis. Ma question pour vous en tant que fan des Spurs depuis plus de 10 ans maintenant, je suis la NBA depuis les finales 2013, et la suivante, au vu de la densité de la conférence Ouest, pensez-vous vraiment que les Spurs ont intérêt à viser le play-in ou les playoffs dès cette année?
parce qu'avec un joueur comme Victor, on n'attend pas, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de construire une équipe très compétitive, mais seulement pendant 2 ou 3 saisons? Moi, je pense qu'ils vont essayer de gagner le plus de matchs possible, mais sans se forcer, en fait. Comment dire? Je pense qu'ils sont dans le développement de leurs joueurs, mais par contre, ils vont essayer de gagner les matchs. Et je pense que l'arrivée de Chris Paul et d'Harrison Barnes, c'est dans cet état d'esprit-là. C'est de se dire, bon, bah, l'an dernier, c'était l'année zéro du projet. On a pu évaluer un petit peu ce que peuvent faire nos joueurs. On a la confirmation qu'on a un franchise player qui peut nous emmener très loin. On visait rien du tout. L'an dernier, on visait rien de plus que ça. Maintenant, cette année, il faut quand même, ça fait partie aussi du développement et de l'apprentissage, de commencer à gagner des matchs, plus de matchs. Je pense pas qu'ils vont se précipiter, en fait, mais je pense que simplement par les progrès naturels de leurs jeunes et les renforcements du roster, ils vont naturellement se mettre à gagner plus de matchs, je pense. Ouais, moi, pareil, je pense que de toute façon, c'est à partir tu vois, je croyais pas du tout aux rumeurs d'un échange d'un des jeunes contre une star, tu vois, ou un package, ça aurait pas été un des jeunes, ça aurait été plusieurs jeunes contre une star. On voit bien que San Antonio n'a pas pris cette route et je pense n'a jamais vraiment envisagé de prendre cette route. Ce qui était réclamé déjà un peu en cours de saison dernière, faut Trae Young, faut faire Trae Young, faut qu'ils aient un meneur star. Non, il n'y a pas besoin. T'es pas obligé, tu as le temps, mais avoir le temps, ça veut pas dire que tu n'as pas intérêt à gagner. Pour reprendre la question qui est, est-ce que c'est viser 2-3 ans ou est-ce que c'est essayer de faire la course au play-in? En fait, tu fais la course au play-in en développant tes jeunes. C'est-à-dire que tu ne sacrifies pas le développement. Tu as besoin quand même de donner des minutes à Stephen Castle, tu as besoin de donner des minutes à Jeremy Sohan, tu as besoin de mettre ces gars-là dans certaines situations et en même temps, comme tu as dit, il y a la progression naturelle et les renforts qui font que tu passes de 20 victoires à peut-être 35. Va savoir, tu vois, s'ils gagnent 35 matchs, plus 15, je sais plus, ils en ont gagné 21 ou entre 35 et 40, t'as déjà fait une super saison, tu vois, t'es déjà sur une pente méga ascendante et tu sais que là, la 3e année, tu vas pouvoir commencer à te dire, ok, on sait à peu près qui est qui parmi notre groupe, notre noyau dur de jeunes. Maintenant, on essaye de passer la vitesse supérieure, mais je pense que voilà, il faut faire les deux, se développer et viser le play-in. Il y avait 24 victoires d'écart entre les Spurs et les Warriors, qui étaient la dernière équipe qualifiée pour le play-in avec les Kings. Donc moi, je partage votre avis, c'est-à-dire que l'important, c'est juste que de montrer que ça va dans le bon sens, même si c'est pas avec un nombre spectaculaire de victoires. Et après, en jouant le coup sérieusement, t'es pas à l'abri de... Alors, on n'est pas dans la conférence Est, mais que ça se passe comme pour une équipe comme Orlando qui a gagné un nombre de matchs significatif par rapport à l'année dernière et l'année précédente et qui s'est retrouvé au premier tour des playoffs à perdre en 7 matchs. Donc, ça peut arriver plus vite qu'on le pense. Et en même temps, surtout à l'Ouest, c'est pas gravissime s'ils jouent pas le play-in dès cette saison. Et ils ont certainement bien fait de laisser une chance à ce noyau-là de se développer. Ils ont quand même ajouté des vétérans, mine de rien. Donc, c'est pas anodin d'avoir ajouté Chris Paul et Harrison Barnes. Ça veut dire que si la saison se passe mieux que prévu, tu peux, t'as des joueurs assez solides pour jouer à peu près de manière digne un premier tour de playoff si tu te retrouves en playoff ou au play-in. Donc ça va être une équipe super intéressante dans tous les cas. Faudrait juste pas qu'ils gagnent le même nombre de matchs ou moins de matchs. Là, ce serait un peu curieux quand même. Ou même ne serait-ce que s'ils gagnaient que 5 matchs de plus, ça serait aussi un peu décevant, tu vois, quand tu as l'année parce que là, ça me semble impossible qu'ils gagnent le même nombre de matchs ou moins de matchs. Je pense qu'une toute petite progression serait décevante, en fait. Si là, les Spurs, ils terminent au-delà de la 12e place de la conférence Ouest, je pense que ce sera considéré comme un peu décevant. Ouais, non, je suis d'accord. Et par rapport au trade dont tu parlais tout à l'heure, Antoine, comme toi, je les voyais pas du tout faire un trade maintenant, sachant qu'ils ont tellement d'assets que ce trade-là, même si tu veux Trae Young, tu pourras toujours le tenter l'an prochain ou même la saison d'après si tu veux. Donc, il y a pas le feu. Et comme vous, mis à part, bien sûr, on lui souhaite pas, je touche du bois, mais blessure grave de Victor Wembanyama, je vois pas de scénario dans lequel les Spurs gagneraient pas de plus de matchs cette saison que l'an dernier. Pareil. Je pense que... de toute façon, ils ont gagné 22 matchs, donc à partir de là, ça devrait... Il n'y a aucune raison que ça le fasse pas cette année. Question suivante. Question de Pierre-Louis. Est-ce que la NBA ne serait pas paradoxalement moins accessible qu'avant pour les non-passionnés ? Beansport est toujours en train de négocier les droits de diffusion pour la NBA la saison prochaine en France, mais quoi qu'il arrive, ce qui va se produire sera inédit, car a priori, une partie de la NBA sera également diffusée sur Prime. Je parle pour le grand public. Bien sûr qu'actuellement, pour les vrais passionnés, il est facile de suivre le basket de près, notamment avec la multiplication de podcasts et des réseaux. Cependant, pour suivre un match complet légalement et en direct, c'est pas si simple.
Le League Pass en France vaut plus de 150 € à l'année, et même les Américains n'ont pas toujours leurs équipes locales sur le League Pass, parce qu'ils incitent à regarder les chaînes locales qui diffusent les équipes NBA selon leur région. Tout ça pour dire que ça me semble paradoxal. À l'époque, dans les années 90, si mes parents n'avaient pas eu Canal+, et s'il avait fallu s'abonner à une plateforme hors de prix comme aujourd'hui, alors peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas fan de basket. Donc sa question, c'est est-ce que la NBA n'est pas paradoxalement moins accessible qu'avant pour les non-passionnés ? Justement, dans les années 90, il a dit si mes parents n'avaient pas eu Canal+, il n'y avait que Canal+, et c'était que très peu de matchs au final. Tu n'avais aucun autre moyen de voir les matchs. Donc non, je pense qu'elle est plus accessible. Ça me semble même, je dirais même bien plus accessible qu'à une époque. Après oui, c'est cher, tout est cher. Aujourd'hui, le sport, on nous vend le sport avec 50 chaînes. Si tu veux suivre toutes les ligues, de toute façon, c'est de l'entertainment, ils ont compris. Hein, c'est des produits, et chaque ligue est un produit. Et donc si tu veux suivre toutes les ligues, tu es obligé de payer une blinde constamment, mais dans les années, alors moi, même début des années 2000, quand moi j'ai commencé à suivre la NBA, c'est les matchs enregistrés sur Canal le jeudi ou le mercredi, je crois que c'était le jeudi soir à 2h du matin. Hein. Tu n'avais que l'affiche qui était proposée, et puis après le mercredi à 11h30, tu avais l'émission NBA Halftime avec Georges Eddy, quoi. C'était les seuls moyens, et je crois des fois le samedi, il y avait un match aussi, il y avait peut-être 2 matchs par semaine à enregistrer, mais c'est tout. Ouais, hein. ça. T'avais pas accès à d'autres matchs. Hein. Non, c'est clair, parce qu'en fait, l'auditeur posait la question des matchs en entier, mais finalement, il n'y a que les passionnés qui regardent les matchs en entier. Il faut en avoir conscience, quoi. Je veux dire, la plupart des gens regardent des extraits, des bouts, et ça n'a jamais été plus accessible. Il suffit d'avoir Instagram, tu peux suivre tous les résultats, voir les plus belles actions de la nuit. Alors bien sûr, encore une fois, j'insiste, tu vois pas les matchs en entier, mais par contre, la NBA en elle-même, elle n'a jamais été aussi accessible. Ça, je pense que c'est au grand public, notamment, qui même... c'est simple, il suffit que tu aies envoyé une fois une vidéo de, je sais pas, d'un dunk à ta cousine, et puis dans son feed, elle va recevoir des trucs NBA parce qu'elle a cliqué une fois sur un truc NBA, même si elle en a rien à foutre. Donc, je pense que pour le grand public, c'est beaucoup plus facile de suivre la ligue que ça n'a jamais été. Vous savez à combien était l'abonnement Canal à l'époque ? L'abonnement Canal, il y a 30 ans, au lancement de la chaîne. Francs. Alors, c'était 720 francs pour un abonnement de minimum de 6 mois, donc environ 110 €, et donc 18 € par mois, c'était. Voilà, j'avais recherché un peu. Donc, c'est-à-dire que là, pour les gens qui s'abonnent à Bein, par exemple pour la NBA, on va voir s'ils continuent d'avoir les droits. Bein, ça doit être, je ne sais plus à combien c'est par mois, mais à un moment, c'était à peu près sur ce tarif-là. Donc, pour plus de matchs qu'avant, au final, je trouve aussi que ça reste accessible, quoi. Il y a des matchs, tu peux voir la plupart des matchs, et puis tu as des émissions. Je reste sur Bein parce que c'est eux qui traitent la NBA depuis des années. Il y a entre NBA Extra et toutes les émissions qu'il y a moyen de voir des rediffs de matchs, des résumés de tous les autres matchs. Donc, je trouve aussi que c'est plus accessible. Et avoir Canal à l'époque, c'était presque un privilège. Mais je me souviens, pareil, mes parents avaient Canal, ou à un moment CanalSat, et c'était on se regroupait pour voir les matchs ensemble parce que tout le monde n'avait pas Canal, quoi. Donc ouais, je pense que par contre, la NBA est consommée différemment qu'avant, c'est sûr et certain. On est abreuvé de contenus différents, et il faut voir s'il y a ceux qui préfèrent les résumés, les actions isolées et les matchs en entier, auquel cas c'est toujours pas si simple que ça de voir des matchs en entier sans payer. Après, bon, il y a les gros malins qui utilisent des VPN pour les League Pass et autres qui se font passer pour Argentins ou Brésiliens, et ça, il y aura toujours, je pense. C'est clair. Voilà, messieurs, pour les questions de cette semaine. Merci à tous pour vos nombreuses questions. On n'a encore pas pu répondre à toutes parce que vous nous en envoyez de plus en plus, mais continuez, acharnez-vous, on posera vos questions si on n'a pas pu les poser cette semaine. Yes, merci à tous. N'oubliez pas, demain, au rendez-vous, le Hoop Culture, ça a repris. Pierre Armand et Théo seront présents, donc allez checker ça dimanche matin sur la chaîne Basket et sur Rivers. Et nous, on se retrouve lundi où on pourra notamment débriefer les premiers matchs des playoffs WNBA. Bon week-end à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.